En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie, laïcité. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le politologue et directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier. Il sera bien sûr question de la situation politique en France, mais également des 20 ans de la Fondapol, avec la sortie, la parution d'un livre dirigé par Dominique Régnier, Des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank. Ce sera l'occasion de retracer 20 ans de notre vie politique. Sommes-nous aujourd'hui face à une crise politique, une crise de régime, une crise de la démocratie? Tout de suite, les réponses de Dominique Régnier, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour Alexandre Devecchio. Ravi de vous recevoir. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Vous avez 20 ans. Je ne les fais pas. Non, je plaisante, mais la Fondation pour l'innovation politique a aujourd'hui 20 ans. Voilà. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Vous faites paraître un beau livre, Des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank. C'est aux éditions du CERF, dans lequel vous retracez cette aventure, mais qui est aussi l'aventure, je dirais, de 20 ans de vie politique. Donc c'est ce qu'on va essayer de retracer tout au long de l'émission, mais place à l'actualité pour commencer, ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec les 20 ans qui nous ont précédés. Comment vous voyez cette crise politique qui se profile? Est-ce que si Marine Le Pen décidait de voter la censure et faisait tomber le gouvernement, est-ce qu'il faut craindre le pire, une crise financière, ou est-ce qu'on joue aujourd'hui à se faire peur? Est-ce que c'est un argument politique finalement pour empêcher Marine Le Pen, et c'est une manière pour le gouvernement de dire c'est nous ou le chaos? L'usage de la peur est un classique en politique de toute façon, hein. Et donc il faut toujours faire la part des choses, mais il y a quand même des situations objectives. J'étais à un colloque à la Cour des comptes sur les dépenses publiques, et le premier président, Pierre Moscovici, nous disait que c'est établi, et tout le monde l'a écrit depuis, mais que nous payons cette année 52 milliards d'euros d'intérêts sur la dette, et simplement l'an prochain, nous passerons à 72 milliards. C'est-à-dire que nous allons faire des efforts, enfin quelques-uns, parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal, mais de toute façon... C'est pour payer les intérêts de la dette, en réalité. Mais qui vont augmenter de 20 milliards. C'est-à-dire que le peu d'efforts que nous allons faire sera de toute façon consommé par la hausse des intérêts que nous allons rembourser l'an prochain. On ne parle pas de la dette, on ne parle pas d'économie structurelle, on parle juste d'efforts financiers que nous allons faire et qu'il faut faire pour, de toute façon, payer encore plus d'intérêts sur la dette. Donc la situation, objectivement, elle est désastreuse. Et c'est une espèce de, comment dirais-je, de cycle infernal, puisque je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, mais 50 milliards d'intérêts de la dette aujourd'hui, ça représente un tiers du déficit que nous avons. 175 milliards, même d'ailleurs, c'est pas tout à fait un tiers, c'est encore plus grave que ça. Mais l'an prochain, nous aurons 70 milliards, donc on aura la moitié, en gros, du déficit qui sera expliqué par les intérêts seulement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas y arriver. On aura des intérêts de plus en plus importants qui feront des déficits de plus en plus importants, puisque le reste continue à être déficitaire. Et on a le sentiment donc que le contrôle n'est plus. Donc il n'y a pas que de la peur politique, il y a une vraie raison. Et au fond, là, le choix de Marine Le Pen, là, il est crucial pour elle. Il ne faut pas qu'elle se trompe, parce que elle peut garder au fond une ligne qui est celle de son parti, et je crois aussi du FN depuis longtemps, qui est grosso modo quand même d'être le parti de l'ordre, celui qui promet aux Français une remise en ordre et une protection dans différents secteurs. Là, elle pourrait provoquer une crise politique d'abord, et puis aussi une crise, ça c'est sûr, une crise au sens où nous allons devoir emprunter encore plus cher ce que nous empruntons, parce que nous allons inquiéter, et du coup elle serait possiblement exposée au risque d'avoir provoqué le désordre.
Est-ce que elle n'a pas bon dos tout de même, parce que ça fait 20 ans que la dette augmente, que les déficits augmentent. S'il y a demain une crise financière, ce sera le résultat de 20 ans d'impéritie, et le Rassemblement national n'a pas gouverné. Donc est-ce que c'est une rhétorique qui, j'ai l'impression, qui fonctionne pas? D'ailleurs, on voit les sondages de la rendre responsable du chaos. Par ailleurs, elle propose aussi de faire des économies, simplement pas les mêmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas des concessions tout simplement à faire au Rassemblement national aujourd'hui? Le Premier ministre a commencé à les faire, notamment sur la hausse du prix de l'électricité. Mais ça, ce sont des concessions qui favorisent la crise. Là, nous avons... Pas s'il y a les économies. Elle a quand même mis sur la table des économies en parallèle. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut obtenir, c'est un système où on va réduire la dépense publique. Aujourd'hui, elle va augmenter de 2,6%. La situation, moi je pense, est catastrophique. Hein. Et si on arrive à augmenter encore la dépense sans rien réduire, bon, ben, ça sera évidemment, on ira plus vite vers le désastre. Mais si nous avons l'idée de combiner ici une dépense et ici une réduction pour arriver au fond à zéro, ça sert à rien. Hein. Il faut vraiment qu'on réduise. Et là, mais c'est pas le chemin pris par le gouvernement non plus. Par ailleurs, c'est le chemin des hausses d'impôts, plus que de 40 milliards d'hausses d'impôts, pas très peu d'économies en fait. Très peu d'économies. Mais de toute façon, et vous l'avez dit, et moi je pense qu'il faut le répéter, c'est même 50 ans d'incurie en réalité, puisque le déficit, il y a 50 ans d'âge. Donc on ne peut pas dire à Marine Le Pen... Vous avez raison, je disais 20 ans parce que je voulais rendre hommage à la Fondapol, mais vous avez raison, c'est 50 ans. Du coup, on peut encore moins dire à Marine Le Pen qu'elle est responsable de la situation. Ça, je suis d'accord. Hein. Mais il n'en demeure pas moins que si nous avions... C'est là aussi où il faut qu'elle soit prudente, parce que ce sera facile... et elle jouera un rôle à ce moment-là réel, de dire que sa position politique a précipité une crise qu'on essayait d'éviter. Même si elle n'est pas responsable des 50 ans, elle deviendra responsable ou co-responsable du déclenchement. C'est là qu'elle doit être extrêmement réfléchie, parce que on est vraiment dans une affaire sérieuse. On peut avoir, alors les crises, on peut dire les crises, mais enfin il y a quand même là des réalités. On peut avoir une crise qui se manifeste comme une augmentation des taux d'intérêt, on le dit souvent, mais ça se fait, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent, Alexandre Devecchio, que 30% des retraites qui sont versées aujourd'hui sont empruntées sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on peut verser chaque mois à des retraités, à une partie d'entre eux, les pensions qui leur sont grâce à l'emprunt. Grâce à l'emprunt. C'est-à-dire que les générations futures vont rembourser. Elles ne sont pas encore nées, heureusement, sinon elles seraient en colère. Elles ne sont pas encore nées. Elles vont rembourser demain les retraités auxquels nous versons les pensions aujourd'hui. C'est une situation moralement, politiquement, économiquement intenable. Et il est évident que tout ça va se dénouer. Moi, j'en suis sûr. Hein. Ça va se dénouer d'une façon, je pense, assez brutale. Mais ça ne peut pas rester en l'état, cette espèce littéralement de nœud de contradiction. Il faudra trancher le nœud gordien. On va se faire un peu de prospective politique après, si jamais la censure était votée. Mais puisque vous avez parlé des retraites, c'est intéressant. Est-ce que le réalisme politique, c'est pas tout simplement de baisser certaines pensions qui seraient trop importantes? On voit aujourd'hui que l'un des problèmes majeurs de la société française, des fractures majeures, c'est la fracture entre les actifs et ceux qui ne travaillent pas, les retraités notamment, mais d'une manière générale, ceux qui ne travaillent pas. On sait que la génération du baby-boom a eu plutôt un niveau de vie très important, qu'aujourd'hui les retraités, une partie des retraités ont un niveau de vie beaucoup plus important que les actifs. Est-ce que le vrai courage politique, c'est pas de rééquilibrer les choses en donnant moins aujourd'hui aux retraités? De toute façon, les plus aisés, en tout cas. De toute façon, c'est une question totalement taboue dans la classe politique, hein, que ce soit dans n'importe quel parti politique. Mais est-ce que c'est pas ça le vrai réalisme, plutôt que de prétendre que les gens vont travailler jusqu'à 100 ans? Non, mais j'exagère un peu, mais il y a 49 millions. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moyen de remettre à plat le système aujourd'hui? Il y a 49 millions d'électeurs, Alexandre Devecchio, et l'âge médian, c'est-à-dire la moitié des électeurs ont plus de 40 ans.
Donc c'est un sujet politiquement insaisissable. Mais ça fait partie des solutions, évidemment. Mais si on se contente de prendre, par exemple, de verser moins de retraite à ceux qui sont aux retraites qui sont les plus élevées, ça va pas aller très loin, puisque le revenu, la retraite moyenne, c'est 1 400 €, 1 300 €. Donc de toute façon, les retraités riches sont pas riches en réalité. Et donc on va avoir... De toute façon, à la fois, c'est une piste qu'il faut sans doute prendre, parce qu'il faudra tout faire. En vérité, on compte pas que la retraite. Il y a une grande partie des retraités aujourd'hui ont aussi le patrimoine. C'est aussi ça la question, ce qui pose en corollaire la question du logement. C'est une question extrêmement iconoclaste que je vous pose. Politiquement, à mon avis, très inflammable. Elle n'est pas que iconoclaste, c'est-à-dire qu'elle est parfois aussi incomplète dans son énonciation. Par exemple, il est normal que les personnes âgées aient un patrimoine plus important que les jeunes générations, parce que ça, c'est le fruit de la vie. Donc il n'y a pas d'inégalité là. L'égalité entre les nouvelles générations et les anciennes, elle est potentielle. Elle est au cours de l'activité, elle se construit. On peut pas. C'est absurde de comparer le patrimoine des jeunes générations et celui des anciennes générations. Par contre, ce qu'on pourrait faire, je donne une piste, c'est réduire beaucoup les frais sur la transmission des patrimoines pour favoriser la transmission aux jeunes générations, plutôt que de l'imposer comme on le fait en France à un niveau record. Comme en tout prélèvement, nous avons ce titre-là en général. Donc mais de toute façon, moi je crois qu'il faudra faire il faudra prendre partout. Il nous faut, pour être à l'équilibre, il nous faut 175 milliards chaque année. Dis donc, quand on voit ça, à supposer qu'on ne soit pas tout à fait à l'équilibre, il faut quand même trouver au moins 100 milliards. Merci Dominique Régnier. On se retrouve après une courte pause. On continue à parler de la situation politique. On parlera également de la Fondapol qui fête ses 20 ans. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Dominique Régnier pour parler de la crise politique actuelle, également de la Fondapol qui fête ses 20 ans avec un beau livre, des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank. C'est aux éditions du CERF. Avant la pause, Dominique Régnier, on parlait effectivement de la crise politique actuelle, d'essayer de voir comment elle allait se dénouer. Il y a un suspense, si j'ose dire, autour de la censure ou pas de Marine Le Pen. Si le Rassemblement national sautait le pas, est-ce qu'on irait vers une crise politique, parce qu'on a parlé de la potentielle crise financière, mais il y a aussi une crise politique, et on voit déjà des appels à la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le seul moyen de dénouer cette crise politique? Est-ce que vous y croyez, ou est-ce que de toute manière la Ve République protège le président de la République et fait que c'est une solution qui n'est pas crédible? De toute façon, comme le disent nos institutions, même en cas de départ du président et de nouvelle élection présidentielle, on se retrouverait avec un nouveau président, comme vous le savez, et la même situation. Qui n'aurait pas de majorité. Moi, on peut imaginer que le temps de faire campagne, etc., on serait déjà presque rendu au mois de juin, Dominique Régnier. Disons que l'idéal, ce serait de faire correspondre son départ avec le retour du droit de dissolution, ce qui serait compliqué parce qu'il faudrait le faire un petit peu avant pour pas que ce soit utilisé contre ceux qui le demandent. Donc c'est un exercice compliqué. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est que cette situation politique, et c'est incroyable de devoir le dire, j'ai peut-être tort mais je le dis ainsi, n'a pas de solution électorale, n'a pas de solution institutionnelle. C'est-à-dire que... voire pas de solution démocratique, du coup. Il n'y a pas de solution. Si nous revotons aujourd'hui, nous aurons la même situation... On ne peut pas revoter, c'est pas prévu, de toute façon. Mais oui, les sondages disent à peu près, on aurait 3 blocs de la même... on aurait le même problème. Et si on a une nouvelle... Alors par contre, moi je vais un peu plus loin, si on a une nouvelle présidentielle, nous aurions... forcément une nouvelle présidence, et je pense que quel que soit le titulaire de la charge, son problème serait exactement le même, quel que soit, mais avec une majorité, son problème serait le même, et au fond, il serait face à ce mur des réformes nécessaires dont personne ne veut, et on n'est jamais élu à la présidentielle sur un programme d'austérité. Donc il faudra mentir, ça provoquera beaucoup de colère ensuite, ou bien il faudra dire la vérité, et ce ne sera pas le candidat qui sera élu. Après, il y a différentes manières de faire un programme de réduction des dépenses. Est-ce qu'on a
tout essayer. On sait qu'il y a beaucoup de comités Théodule, on sait qu'il y a des dépenses sociales dans lesquelles on peut couper. Est-ce que l'enjeu, c'est de savoir qui va payer? Alors vous nous dites tout le monde, mais est-ce que tout le monde peut encore payer? Est-ce qu'il y a des gens, des actifs notamment, qui gagnent très mal leur vie et qui sont là au bout du rouleau et qui ne supporteraient plus un effort supplémentaire? Je crois que le débat, il est là. Et est-ce qu'il y a vraiment qu'une seule politique possible? Il y a quand même différentes manières de faire des économies, non? Pour faire des économies importantes, il faut prendre partout. Ça, je pense que c'est arithmétique. Il faut prendre partout, et donc principalement dans des lieux, dans des ménages où on gagne très peu. De toute façon, la France est un pays pauvre maintenant. Je veux dire au sens où on s'est appauvri, comme vous le savez, dans les comparaisons, etc. Oui, avec les États-Unis notamment. Oui, avec même l'Europe. Même l'Europe, sans parler de la Suisse, parce que ça devient caricatural, mais même l'Europe, nous avons beaucoup reculé, et depuis là aussi, depuis des dizaines d'années. Donc c'est un sujet que de pratiquer l'austérité dans un pays qui s'appauvrit et qui vieillit, ce qui est un peu la même chose quand même, vous voyez. Donc là, il y a un obstacle. Moi, je suis fasciné et bien sûr profondément inquiet par l'ampleur de la difficulté. Les dépenses sociales, c'est inévitable. Les retraites font partie de ces dépenses sociales au sens large, la santé aussi, mais on annonce par exemple des remboursements de médicaments ou des remboursements moins importants. Très bien, ça correspond à des économies nécessaires, mais ça veut dire clairement que le pouvoir d'achat va se réduire. Ah oui. Ça veut dire clairement qu'on s'appauvrit, qu'on dispose de moins de revenus pour vivre et se loger, etc. Donc ça se paiera dans un pays comme la France, qui n'est pas du tout... Là aussi, moi j'accable beaucoup des gouvernants précédents, qui n'ont pas habitué à discuter, à comprendre qu'il fallait évoluer. On aurait pu faire, je suis désolé de dire ça parce que c'est trop tard, c'est fini, on ne refait pas le passé, mais nous aurions pu année après année faire des réformes très douces, très consensuelles, dans un pays qui sait discuter, et aujourd'hui nous ne sentirions que rien du tout d'ailleurs pour affronter le futur. Là, nous avons un pays qui n'a pas l'habitude de perdre de l'argent dans des décisions gouvernementales. Et encore, je dirais récemment, on nous proposait de fabriquer du revenu par la redistribution. On a même quand même financé la réparation des chaussures. Donc, oui, là on est dans la folie pure. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Parce qu'on n'était pas obligé. Je pense si vous faites un sondage, il n'y a aucun Français qui est favorable à cette histoire-là. Personne. Mais c'est pour vous dire aussi, si vous voulez, que ceux qui nous gouvernent ont installé dans les esprits la culture d'un État qui, quelque part, a une sorte de puits secret dans lequel il va chercher de l'argent qu'il distribue comme un généreux mécène. Bon, c'est pas ça du tout, les gens le savent quand même. Et du coup, maintenant, les volumes qu'il faut économiser sont si grands qu'on va toucher nécessairement beaucoup, et la plupart des ménages, donc les ménages pauvres aussi. Votre discours est assez déprimant. Je suis pas content de ça. Je dis c'est déprimant, mais je pense que politiquement c'est d'autant plus intenable. Moi, en tant que citoyen, c'est ce qui m'inquiète, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que les Français peuvent être capable de comprendre qu'il faut faire des efforts si ça s'inscrit dans un horizon de redressement à moyen ou à long terme. Le problème, c'est qu'on n'a pas de récit politique autour de cela, et que le meilleur moyen quand même de résoudre la crise des comptes publics, c'est aussi de redresser le pays industriellement, de redevenir un pays de producteurs, puisqu'on est presque plus qu'un pays de consommateurs. Il n'y a pas de réflexion autour de ça. Alors d'ailleurs, ça nous mène à l'autre sujet important de notre émission, c'est votre think tank, la Fondapol. Est-ce qu'il y a des solutions, des idées pour redresser le pays économiquement, sur d'autres sujets d'ailleurs, mais puisqu'on a commencé par la question budgétaire, il faut bien donner un horizon de progrès à un peuple, quitte à en passer par des difficultés. Non, absolument. Là, je vous rejoins parfaitement, Alexandre Devecchio. Rien n'est possible sans un cadre, sans un horizon, vous l'avez dit parfaitement, sans un récit cohérent, je reprendrai vraiment vos termes. Rien n'est possible si ça n'est pas dans une démarche
qui fait que l'espoir revient et ça n'est pas la même chose de faire des efforts parce que c'est temporaire avec l'espoir de laisser notre pays plus fort qu'il n'est aujourd'hui à nos enfants plus de richesses que nous en avons aujourd'hui. C'est de l'enthousiasme même là qui vous porte évidemment. Et le malheur, c'est que les politiques n'ont pas réfléchi pendant des décennies, moi je pourrais être assez sévère, n'ont pas réfléchi pendant des décennies parce que les choses avaient l'air de se passer correctement et que c'était pas très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire des réformes populaires, on augmentait la redistribution, on arrivait à emprunter, pas de problème. Je vais pas m'embêter alors que je peux le faire. Tous les présidents de la République, je suis désolé, depuis 1974, tous les présidents de la République ont aggravé le déficit, droite ou gauche. On peut avoir ses préférences politiques, là ça nous rassemble, droite et gauche, c'est le même résultat. Là nous avons maintenant la nécessité de... donc ils n'ont pas travaillé, ils ont fait la même chose, c'était simple. Moi, je pense que c'est très compliqué de gouverner, mais là ça paraissait simple. Ils n'ont pas travaillé, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on le voit depuis quelques mois, en réalité depuis plus longtemps, mais c'est très visible depuis quelques mois, c'est l'urgence, c'est la panique. Encore moins l'occasion de réfléchir pour eux. Ils n'avaient jamais le temps, mais là c'était encore moins. Avant, ça allait, on va se débrouiller, on sait faire. C'était pas le cas, mais on est passé comme ça. Maintenant, j'ai pas une minute à moi. C'est grave, je vais de crise en crise. Je le vois, en effet. Donc on ne réfléchit pas du tout. Résultat, alors que la politique, c'est quand même un art qui consiste à définir un horizon pour une communauté humaine et à essayer de le poursuivre, de l'atteindre, au moins d'aller dans cette direction-là, avec des moyens qui ont été définis. Rien du tout. C'est du cas par cas, du coup par coup. Vraiment, non, la politique, en fait, elle a quasiment disparu. On n'est plus que dans une technique de la politique, dans la technique, dans l'ajustement comptable, d'une certaine manière, au jour le jour. Il n'y a plus de vision, quoi. Ajustement comptable avec 173 milliards. Du mauvais ajustement comptable, peut-être. Mais justement, réfléchir, c'est le boulot des politiques avant tout, mais ça peut être aussi le boulot des think tanks. Est-ce que, quand vous avez créé, quand la Fondapol a été fondée il y a 20 ans, c'était justement l'idée d'apporter à la fois un corpus idéologique, mais aussi des idées pratiques pour diriger ce pays? C'était l'idée du fondateur Jérôme Monod, qui a eu des intuitions tout à fait saisissante au moment où il a créé la Fondapol en 2004. Il a fait toute une série de textes de réflexion, il a beaucoup travaillé, je passe sur les détails, mais il a beaucoup travaillé pour créer la fondation. Il a visité des fondations étrangères, il s'en est inspiré, il a consulté, etc. Et il avait une formule dans le premier colloque qui a eu lieu en 2004, c'était sur à quoi servent les idées en politique. Il avait une formule, le socialisme est une coquille vide et la droite n'a plus d'idées. 2004. 2024... la situation est à peu près comparable aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, est-ce qu'il n'y a plus d'idées? Il y en a plein d'idées. Elles sont pas toutes bonnes, c'est sûr, il y en a plein. Nous en avons beaucoup, ce livre en est rempli, ce sont les idées, nos idées pour la cité depuis 20 ans. Ce sont vraiment des idées qui fonctionnent ailleurs, qui pourraient fonctionner chez nous, des idées qui seraient seulement utiles chez nous et pas ailleurs. Mais il y a plein d'idées, il y a plein d'experts, il y a plein de personnes capables. Et ce qui manque, qui est terrible, c'est le courage, la volonté, l'effort de porter un programme rationnel, de se spécialiser sur 5-6 réformes fondamentales pour un mandat, de l'accomplir, de ne s'intéresser qu'à ça, de tenir, de voir que les premiers signes positifs sont présentés au jugement public pour dire nous sommes sur la bonne voie. Bref, ça n'est pas que nous manquons d'idées, c'est que nous manquons de femmes et d'hommes capables de les mettre en pratique. Si l'on veut faire de son pouvoir un moment de préparation d'une candidature future, on s'en sort plus. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui nous est arrivé. Si l'on veut faire de son pouvoir un moment de promotion de soi, un moment où on a le sentiment de jouir d'une position extraordinaire et au fond de la trouver très satisfaisante, eh bien on manque à son devoir. Merci Dominique Régnier, on se retrouve après une courte pause, on continue la discussion politique, on parlera également de la montée de ce qu'on appelle les populistes. Vous avez été un des premiers à alerter ou en tout cas à diagnostiquer que cette montée était possible. On en parle après une courte pause sur Sud Radio.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Dominique Régnier. On parle de l'actualité politique, mais aussi du temps long, puisque c'est l'anniversaire de la Fondapol qui a 20 ans. Vous publiez un livre que vous dirigez, Des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank. C'est aux éditions du CERF. Vous nous expliquez le rôle justement des think tanks dans la vie, que peuvent avoir les think tanks dans la vie politique. Vous avez, à travers votre think tank, notamment à travers la Fondapol, été l'un des premiers à diagnostiquer la naissance et l'émergence de nouvelles formes politiques que vous avez appelées populisme. Aujourd'hui, on voit que ces formes triomphe un peu partout dans le monde. L'expression la plus spectaculaire est sans doute la victoire de Donald Trump aux États-Unis il y a quelques semaines, mais aujourd'hui Marine Le Pen est autour de 30 voire 40% des votes. Comment on en est arrivé là, Dominique Régnier? Est-ce que c'est une crise de la démocratie, l'expression d'une crise de la démocratie, ou est-ce que c'est l'expression d'une demande de la démocratie de certains citoyens qui ne se sentaient plus représentés? Il y a de toute façon une crise de la représentation, au sens où les citoyens, au fil du temps, n'ont pas eu le sentiment que leur vie était connue de ceux qui les représentaient ou qui les gouvernaient, ont essayé de le leur dire, et assez largement, sur certains sujets, non seulement n'ont pas été écoutés, mais ont été, au fond, réprimandés même. En particulier les questions d'immigration, de sécurité aussi, hein. Les questions que parfois on qualifie d'identité. Moi, je mets ça sous la catégorie du patrimoine immatériel, ce qui est à nous et qui est parfois insaisissable. Voilà, des façons de vivre, un style de vie. Tout ça est souvent éprouvé comme perdu ou arraché. C'est l'histoire, c'est le cours de l'histoire. C'est à la fois la globalisation, ça c'est certain, et qui effectivement nous inscrit dans un monde universel, je dirais, où nous nous diluons inévitablement, et le numérique joue un rôle clé. C'est aussi le vieillissement démographique qui fait qu'on peut avoir le sentiment que nous partons doucement et que nos sociétés disparaissent, s'effacent. Et c'est vrai que démographiquement, la question se pose, c'est certain. Il y a vraiment un vieillissement de l'Europe qui est plus que préoccupant. Et tout ceci peut être listé, il y a d'autres indicateurs qu'on pourrait utiliser, mais le plus frappant, c'est l'absence de réaction des politiques. Et là aussi, tout à l'heure je disais droite et gauche, mais je pourrais dire droite et gauche, et probablement dans tous les pays de l'Union européenne, peut-être pas tous, mais presque tous. Que font les politiques depuis... Parce que cette expression électorale du populisme, surtout de droite, qui est celui qui est le plus puissant, même si c'est pas le seul, moi, je la date d'environ 33 ans. Enfin, il y a une espèce de tiers de siècle là qui s'est écoulé en durée, où c'était visible et où ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc on aurait pu réagir. Au début, on disait c'est une fièvre. Ça va passer. Il y en a eu comme ça dans le passé. Mais non, quand il y a des raisons profondes, historiques, qui font qu'on va continuer dans ce sens-là, c'est pas une fièvre, c'est une maladie à laquelle il faut essayer de répondre. Et donc, il y a eu un refus de prendre en considération, par exemple. Alors, ça tourne toujours un peu autour des mêmes secteurs. La question de l'immigration, on va dire, c'est peut-être le point commun de tous les populismes de droite, c'est de s'attaquer frontalement, ou en tout cas de prétendre s'attaquer frontalement à cette question. Et de dire ce qui n'a jamais été dit, et encore moins fait. Nous pouvons être dans un ensemble européen, parce que ça nous est utile, on peut être plus solidaire, etc., plus fort. Il faudra renoncer à des frontières nationales, d'accord, disent les Européens, en gros, si je résume. Vous aurez en échange une frontière européenne forte. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est un marché qui n'est pas respecté. C'était implicite, ça. On ne peut pas renoncer à des frontières nationales et se retrouver dans la globalisation au milieu de nulle part, sans territoire circonscrit, donc sans référence, sans même un pouvoir suprême qui vous protège, puisqu'il n'y a pas de territoire circonscrit. On défait tout comme ça. Quelle idée de la politique ont ces personnes qui n'ont pas voulu dire ce qui était sain, ce qui était simple, ce qui était attendu,
Il y a des frontières, on les affirme, on les défend, bec et ongle s'il faut. Vous êtes ici, chez vous, et ceux qui veulent venir peuvent venir, mais ils le demandent, on les accepte ou on ne les accepte pas, et quand on les accepte, ils s'intègrent. C'est quand même pas des choses qui étaient difficiles à dire. Eh bien, ça n'a pas été dit, c'était même soupçonné de mauvaises pensées. Nous avons été dans une situation, dans une Europe où, dans quelques pays que ce soit, hein, le fait de dire il faut des frontières, j'ai besoin de sécurité, je voudrais être rassuré sur la maîtrise de l'immigration et de l'intégration, eh bien, vous amène encore assez largement à être qualifié, je dirais, au fond, de catégories politiques qui sont insultantes et d'une grande radicalité. Donc les gens se sont rétractés, mais ils ont voté. Ah. Justement, au moins ça, ils pouvaient le faire. Et on peut même les remercier d'ailleurs d'avoir voté, parce que c'est une forme pacifique de l'expression de leur mécontentement. Mais ça n'a pas suffi. On leur demande maintenant de continuer à voter comme ils veulent, mais de toute façon, ça ne changera rien. Et ça, c'est pas tenable. Il y a une espèce de responsabilité colossale quand même. Là, je dirais des élites au sens large. Pas simplement des élus, de gauche comme de droite d'ailleurs. Hein. Pas simplement des élus, mais des élites aussi au sens large. Les universitaires, ma corporation, qui n'a pas voulu entendre parler de ça, etc. Donc les journalistes, très largement, c'est quand même assez frappant, sont peut-être d'ailleurs d'accord, mais ils sont tétanisés à l'idée de s'intéresser à ces sujets-là, ne savent pas comment les prendre. C'est très curieux d'ailleurs. Ça demanderait beaucoup d'analyse, mais on n'aura pas le temps évidemment. Et je ne sais pas si d'ailleurs j'y arriverai. Mais en tout cas, c'est une autre fois peut-être. Voilà. Mais voilà, c'est tout de même un point qui, on peut pas s'étonner de ce niveau du populisme de droite, c'est celui qui marche d'un côté, et de l'autre, admettre qu'on puisse ne pas vouloir ne serait-ce qu'énoncer des problèmes qui sont objectivement importants, indiscutablement. C'est une folie de le contester, une déraison ou une manœuvre, qui sont très importants et qui comptent dans la vie des électeurs. Ces partis populistes ont été très souvent caricaturés, soit au mieux, je dirais, en partie protestataires, c'est-à-dire qu'ils exprimaient des demandes des citoyens, mais ils n'auraient que des réponses démagogiques. Ça a été le discours de beaucoup de ceux qui étaient encore les plus, je dirais, conciliants avec ces partis-là. Et puis d'autres voyaient en eux des partis quasiment où nous menons vers une dérive autoritaire. Est-ce que ce diagnostic ne doit pas être revu, puisqu'aujourd'hui on a des partis populistes de gouvernement d'une certaine manière qui, même sur les questions qui se sont emparés des questions d'immigration, qui n'ont sans doute pas résolu tous les problèmes, mais qui, même sur les questions économiques, on pouvait dire parfois que c'était leur point faible. Ils ont des solutions à la limite sur l'immigration, mais pas sur l'économie. Quand on voit Donald Trump aux États-Unis, son premier mandat, il a un bilan économique tout à fait honorable. Quand on voit Madame Meloni en Italie, finalement, elle s'est coulée dans les institutions européenne et a une politique pas si radicale qu'on le dit. Et quant à Viktor Orban, une stabilité remarquable. Et quand il est arrivé au pouvoir la deuxième fois, il y avait le FMI, un pays très endetté. Et finalement, il a rétabli une forme de stabilité. Donc, est-ce que ces partis-là sont simplement le réceptacle des colères populaires, ou est-ce que ils ont une partie de la solution? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'assister à une recomposition politique? Vous avez dit vous-même, vous avez commencé par dire que la gauche et la droite n'étaient plus que des coquilles vides, sans idée. Oui, alors c'est des cas très différents d'ailleurs, parce que... Oui, d'ailleurs, ce qui pose la question du terme populisme, est-ce que c'est bon? Non, mais je veux dire, Viktor Orban, il ne faut pas oublier qu'il a modifié le mode de scrutin qui fait que l'opposition ne peut pas gagner quand même. Hein. Ça compte. Hein. C'est un problème très consistant. La commission de Venise, qui est composée d'experts, qui n'a pas de pouvoir, mais qui fait des rapports sur les systèmes électoraux, le Fidesz, quasiment, ne peut que gagner les élections. Donc c'est quand même un problème. Les gens votent quand même. Les gens votent, mais le système... c'est une élection à la proportionnelle. D'ailleurs, tous ces adversaires se sont coalisés. Qu'est-ce qui vous fait dire que... C'est la construction même, techniquement, du système électoral qui est favorable aux partis en place. C'est vraiment un problème, ça, en Hongrie. Hein. D'ailleurs, la Pologne voulait se doter d'un mode de scrutin identique. Il y a un problème de ce type. En Hongrie, il est certain que la presse n'a pas la liberté qu'elle a ici, que les magistrats n'ont pas... Ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même des éléments qui c'est autre chose, mais il y a une opposition en Hongrie.
y a de multiples oppositions qui se présentent aux élections et jusqu'à preuve du contraire, le Fidesz n'a pas. Enfin, quand on vote pour le Fidesz, on n'a pas de voix contre une. Donc, non, mais si vous voulez, je me permets de. C'est pas pour le défendre, mais, c'est d'ailleurs un argument étonnant. J'ai entendu les arguments de la justice, les arguments de la presse, mais ce que vous dites là est étonnant, donc mérite un développement. Mais si vous voulez, on peut pas attribuer le calme politique, je sais pas comment la stabilité politique d'un pays simplement à ses réussites, quand il y a aussi quand même ces explications-là. Elles comptent beaucoup. Si nous les appliquions ici, nous serions dans la rue. Littéralement dans la rue, tous. Mais justement, a priori, il n'y a pas de... Alors, à moins que ce soit une dictature soviétique, mais je pense que c'est pas crédible. Il n'y a pas de manifestation sociale contre Orban. Très peu très peu de... Donc, c'est un régime qui me semble quand même... Il y a une adhésion de la population. Alors qu'il manque de pluralisme dans les médias, etc. Ça, c'est sans doute discutable, mais... Là, c'est un cas qu'il faudrait développer. Mais je vous assure que il y a l'histoire de ces anciens pays communistes qui ne sont pas des pays qui ont on le sait, on l'a étudié, la culture manifestante n'est pas là, la culture libérale n'est pas là, il y a des élites libérales, mais la culture libérale n'est pas là dans le pays, donc ce sont des éléments qui sont plus longs. Mais je ferai remarquer aussi que Viktor Orban, il a un point limite dans son action, et peut-être qu'il le vérifiera. 90% des Hongrois ne veulent pas quitter l'Union européenne, et quand il joue un peu... Lui non plus, oui, il joue avec. Quand il joue avec, je ne sais pas le moment, à mon avis, où il est le plus... S'il faisait un référendum là-dessus en Hongrie, il le perdrait massivement. Donc ça serait différent parce que le mode de scrutin ne serait plus le même. Et donc moi je ne dis pas qu'il a échoué en tout, mais je dis que dans son évaluation, c'est quand même particulier comme système. On arrête là avec Viktor Orban parce que c'est la pause, mais on reprend et vous répondrez à la suite de ma question. Vous me disiez qu'il y avait des exemples très différents. Effectivement, oui. Mélanie, Orban, Trump sont des exemples différents. On en parle après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Dominique Régnier, directeur de la Fondapol. Fondapol qui fête ses 20 ans et avec ce livre, Fondapol, des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank sous votre direction, Dominique Régnier, c'est aux éditions du CERF. On discutait de la question du populisme avant la pause. Vous avez été un des premiers à montrer que ça allait être un phénomène durable, qui risquait de s'amplifier. Je vous posais la question, est-ce que ces partis-là sont des partis protestataires, des partis autoritaires, ou est-ce que c'est finalement des partis qui ont des idées politiques et une partie des solutions à la crise que nous vivions aujourd'hui? On s'était arrêté sur le cas de Viktor Orban, mais vous me disiez vous-même que entre Trump, Orban, Mélanie, ce sont des modèles totalement très différents. Il faut pas, c'est vrai il serait intéressant de les comparer longuement, terme à terme, etc. On va pas le faire. Nous n'avons pas 3 heures, du coup. Non, mais il faut c'est pas ça. Voilà. Mais je vous laisse finir de répondre à la question, parce que je vous avais interrompu sur le cas Orban. Donc ça, si vous voulez, c'est un cas très particulier. Mais si on prend Mélanie, c'est un autre exemple très intéressant et qui pose tout ceci pour arriver à une remarque de fond sur l'ensemble de ces partis. Mélanie, c'est une remarquable réussite dans un processus d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'elle se normalise en quelque sorte. C'est une sorte de parti italien de droite qui ne s'en sort pas mal. Avec des questions, on a commencé l'émission avec la crise budgétaire. La situation budgétaire de l'Italie était comparable à celle de la France, si ce n'est pire, était comparable à celle de la France. Et finalement, face à ce mur, elle a l'air de s'en sortir pas si mal. Alors, il y a une grande différence intéressante avec l'Italie, c'est que l'Italie a ce qu'on appelle un solde primaire positif. C'est-à-dire que si par vérification, on retire le temps du calcul les intérêts de la dette, l'Italie est à l'équilibre. Nous, quand on retire les intérêts de la dette, on est toujours en lourd déficit. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus en difficulté que l'Italie. Mais l'industrie italienne se porte mieux. On pourrait multiplier les exemples, hélas, et tant mieux pour nos amis italiens et nos voisins. Donc là, c'est un peu particulier. Mais moi, je pose une question, et j'en profite pour évoquer le cas où il y aurait en France la victoire. En fait, ce serait la victoire de Marine Le Pen en France, s'il y avait la victoire le grand parti populiste français et le Rassemblement national. Voilà. Alors ça peut être Jordan Bardella,
je ne sais pas si c'est possible, parce qu'il est quand même jeune. Mais bon, supposons que ce soit ça. La force politique, en tout cas, qui incarne ce courant-là, c'est le RN. En tout cas, moi, je pense que c'est ce qui se passerait si ça avait lieu aujourd'hui. Et si, voilà. Bon. Mais, indépendamment des indus judiciaires, je ne maîtrise pas ce dossier-là. La question que moi, je me pose, c'est Giorgia Meloni pourra-t-elle faire face, et quelqu'un à sa place n'y ferait pas plus face, pourra-t-elle faire face aux immenses défis que l'Italie doit affronter, notamment démographiques, vous vous rendez compte? Et nous-mêmes, nous aurions Marine Le Pen au pouvoir, mais comment pourrait-elle montrer assez rapidement, c'est 5 ans, un mandat, comment peut-elle montrer qu'elle a des solutions qui n'ont jamais été appliquées et qu'en les appliquant, il y a une amélioration significative? Ma crainte, Alexandre Devecchio, c'est pas... ma crainte, c'est précis, c'est qu'elle soit aussi incapable que ses prédécesseurs et que les électeurs aient le sentiment que finalement, il n'y a plus rien. C'est fini. Ça, c'est tout à fait possible. C'est fini. Je pense d'ailleurs qu'il y a une partie des électeurs qui votent pour le Rassemblement national sans être entièrement convaincus, mais parce que c'est le parti qu'ils n'ont pas encore je suis essayé. d'accord, voilà, exactement. Mais du coup, moi, je trouve que nous avons aussi à réfléchir sur quasiment l'après. Qu'est-ce qui se passe le risque, vous voulez dire que le risque autoritaire fascisant et le coup d'après, d'une certaine manière. Oui, mais enfin, fascisant, le risque du chaos. Ou du chaos, puis de la réaction autoritaire, je ne sais pas par qui, je ne sais pas sous quelle forme, par contre là je ne sais pas, mais serait l'étape presque déjà engagée dans l'extraordinaire difficulté qu'il a aujourd'hui, qui pourrait favoriser le RN par exemple, et le laisserait quasiment impuissant face à l'énormité des problèmes. Par exemple, la réaction des marchés financiers à l'élection du RN, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Est-ce qu'ils vont dire, bon, on va voir, ou est-ce qu'ils vont dire, non, ça ne va pas du tout? Et les conséquences sont énorme. C'est chaque fois des dizaines de milliards en plus qui arrivent à chaque fois que les taux augmentent. Est-ce qu'on va par exemple devoir ne plus payer les policiers ou les militaires parce qu'on n'aura plus d'argent? Enfin, c'est des questions qui vont se poser à un moment donné. Donc, on peut pas accabler un pouvoir nouveau parce qu'il est par définition pas responsable de ce qui a été fait jusque-là. Mais on peut constater que il n'aura pas la solution. Peut-être qu'il a la solution. Il faudrait qu'on la voie quand même, parce que moi je la vois pas la solution. Je vois bien des idées. Vous voyez, je vois bien il y a des idées, il y a des propositions, hein, mais il faudrait que ce soit établi de façon très précise, avec sur un mode comptable, c'est-à-dire localiser les économies qui seraient différentes. Et c'est ça. Et il y en a beaucoup qu'on peut faire des économies, beaucoup. Hein. Nous, on en propose plein, parce que on parle de la Fondapol depuis tout à l'heure. Dans ce bouquin, on reprend toutes nos idées. Il y en a plein des idées, plein. Je vais en citer une, je vais en citer deux, si vous me permettez, Alexandre. Vous êtes prêt à ce que n'importe qui dans le champ politique, de la gauche à la droite, s'empare des populistes également, s'empare de vos idées? Ça vous le souhaiteriez? Quel que soit le parti? Je le souhaite. J'envoie tous mes travaux à tous les parlementaires sans distinction. Je les ai tous invités hier. Ils ne pouvaient pas venir, c'est autre chose à faire. Hein, je comprends très bien. Hein, mais je les ai tous invités sans distinction. Ce livre, tout le contenu, on peut acheter le bouquin, mais tous nos travaux, nous, sont en ligne. Toutes nos idées sont partagées par tous. Enfin, si on le veut en tout cas. Mais je prends deux exemples, si vous me permettez, dans des domaines très différents. Je vous dis pas que c'est il y en a un, c'est plutôt une révolution. L'autre, ça serait une illustration de ce qu'on peut faire. En Finlande, c'est un exemple auquel je tiens, on fait un test osseux pour vérifier si les mineurs isolés, les migrants, sont majeurs ou pas. Comme en France. En France, vous pouvez refuser le test osseux. Bien sûr. Et on précise d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent les gens, quand ils se disent test osseux, voient un examen très compliqué. Non, c'est suffisant de mesurer le poignet. Donc ça n'a rien de dégradant. Voilà, c'est très simple. En France, on peut le refuser, on a le droit. Et donc, c'est un contrôle, mais si vous voulez. OK, un contrôle si vous voulez, c'est curieux. En Finlande, si vous le refusez, vous avez le droit, vous êtes déclaré aussitôt majeur. Ça coûte rien, ça. C'est pour dire, si vous voulez, il y a plein d'économies qui sont contenues dans l'efficacité de l'État et qui ne coûtent rien. Il nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais aborder avec vous, parce que c'est lié du coup la question de l'État de droit. Parce que ça, cette histoire de test osseux, c'est aussi une certaine vision de l'État de droit. C'est au nom des libertés individuelles qu'on peut refuser ce type de test. Et ça pose une question sur les deux modèles finalement qui se font face aujourd'hui. On parle de populisme, on pourrait aussi parler de démocratie illibérale d'un côté et ceux qui se revendiquent de la démocratie libérale de l'autre. Là où je trouve qu'on a un vrai problème démocratique, je dis ça en tant que citoyen avec ma subjectivité, mais je l'assume, c'est que ceux qui sont censés
incarner la démocratie libérale, c'est tout aussi contestable. D'un côté, ils défendent une extension folle des droits individuels, c'est-à-dire que voilà, vous êtes étranger, vous sans papier, vous pouvez refuser un test osseux, vous pouvez refuser d'être expulsé, vous pouvez refuser un tas de choses. Qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté populaire dans ces cas-là? Par ailleurs, les démocrates libéraux, vous parlez tout à l'heure des médias et d'Orban, c'est en France qu'on interdit à une chaîne d'avoir une fréquence. C'est en France où l'Arcom prend un certain nombre de dispositions contraires à la liberté d'expression. On réfléchit à encadrer les réseaux sociaux. Donc la confusion politique est que les démocrates libéraux ont aussi des pulsions illibérales, semble-t-il. On aurait pu en discuter également pendant le Covid. Donc où est-ce qu'on met le curseur aujourd'hui de la démocratie libérale, et est-ce que les choses ne sont pas à front renversé? C'est une question très complexe, et la démocratie libérale suppose l'état de droit, c'est-à-dire la démocratie ne peut pas se réduire à l'élection. C'est ça la principale réflexion. Bien sûr, il faut des contre-pouvoirs. Il faut des contre-pouvoirs, même pour protéger le peuple contre ses propres embardés. Sinon, on est d'accord, c'est la vraie démocratie libérale. Mais à partir du moment où il y a la question des juges, par exemple, vous parlez de la question de l'immigration, de la question du contrôle des mineurs isolés, etc. Est-ce que la bureaucratie juridique est aujourd'hui plus qu'un simple contre-pouvoir, semble être parfois le pouvoir et balayer totalement la souveraineté et la volonté des peuples? Ça, Alexandre Devecchio, c'est un problème que vous décrivez, qui est réel, qui n'est pas compliqué à régler dans le cadre de l'état de droit. C'est-à-dire, nous avons un législateur, il modifie les lois, il modifie une série de dispositions qui organisent l'exercice de la profession de ces magistrats, conformément à la volonté des électeurs représentés, et on le change, y compris en sanctionnant si ça ne correspond pas à la loi qui a été modifiée, votée ou réaffirmée parfois simplement. Donc ça, c'est une défaillance du souverain législatif. C'est quand même... on peut largement, sans toucher aux principes fondamentaux de l'état de droit, faire accomplir totalement la volonté populaire quand elle s'exprime dans notre système démocratique. Il y a parfois d'ailleurs, je précise pour le dire, un malentendu. Toucher à l'état de droit, ça n'est pas toucher à la loi, hein. On peut changer la loi, on peut la faire appliquer. Toucher à l'état de droit, c'est toucher à l'équilibre des pouvoirs et au contre-pouvoir. Ça n'est pas aujourd'hui projeté par quelqu'un, hein. Donc quand on s'en prend au juge, c'est parce qu'il y a effectivement des situations où l'interprétation de la loi est à la fois aberrante du point de vue du bon sens et totalement inefficace du point de vue de la pratique des affaires publiques. Et ben c'était passionnant, c'était presque un sujet en soi, le dernier sujet, mais on n'avait qu'une heure. On était ravis en tout cas de vous recevoir. Je pense qu'on a pu parler de beaucoup de choses. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro dans Toute Vérité.